Alors, l'objectif de cette conférence, elle pourrait être celle de labelliser mon projet, que je vienne vers vous pour prescrire les bonnes pratiques, d'augmenter la notoriété et la visibilité des acteurs de ce projet. Et j'ai barré ceci pour vous donner mes véritables intentions. C'est d'écrire les conditions qui ont été réunies pour mener à bien cette expérience innovante et qui ont permis de produire et d'observer des effets à la fois sur le développement professionnel des enseignantes et sur les apprentissages des élèves. Autrement dit, mon intervention est double. Elle veut montrer ce travail d'aller-retour, de va-et-vient entre le métier, la formation des enseignants et la recherche. Et je vais essayer d'illustrer comment je conçois ce partenariat entre enseignants et chercheurs au bénéfice des apprentissages des élèves. Mon deuxième objectif, c'est de dresser la liste des conditions à réunir pour pouvoir répliquer, transposer et diffuser l'expérience. Pour moi, ces expériences innovantes n'ont d'intérêt que si elles se diffusent quand elles ont fait la preuve de leur efficacité. Et la dernière, c'est permettre ainsi que notre innovation, demain, n'en soit plus une. Le projet dont je parle, vous le verrez au stand numéro 26, dont les deux représentantes sont dans la salle. Il est intitulé « Elles l'ont fait !» en rep. Et si on a choisi ce titre, c'est en référence à l'album que vous voyez, « Il l'a fait », que les enseignantes ont étudié. Les enseignantes de petite section ont fait étudier à leurs élèves l'année dernière. Les voici, l'équipe pédagogique au complet, donc les 10 enseignantes et des 2 écoles, Diderot et Fousson, qui sont porteuses de ce projet avec moi, qui en 2014 se sont un peu lancées les yeux fermés dans l'aventure et qui aujourd'hui sont en 2016 virevoltent dans les airs. Alors, notre projet, pour moi, il présente plusieurs innovations dans le champ de la formation des enseignants. Et donc, je vais en dresser un premier, c'est cette création en 2014 des REP+, préfigurateurs, dans lesquels les écoles étaient impliquées, et qui a amené l'équipe de circonscription à demander aux équipes d'exprimer leurs besoins de formation. Ça n'est pas fréquent. D'habitude, l'inspecteur de la circonscription ou les formateurs SP proposent des conférences, et puis les gens, ça les intéresse pas. Mais là, il se trouve que on part des besoins des professionnels. La circonscription étudie attentivement les demandes et fait une proposition de réponse adaptée aux besoins, même si parfois elle reformule un peu les besoins. Mais en tout cas, les gens se sont sentis entendus et les collègues ici peuvent en témoigner. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disaient, ces maîtresses, en 2014, ces maîtresses avec lesquelles je travaille? Elles constataient que dans leurs écoles REP+, il y avait des écarts très importants entre les élèves touchant le développement du langage oral. Ça n'est pas un scoop. On sait que dans les écoles de quartier populaire, le langage présente un certain nombre de caractéristiques. Et puis, des difficultés particulières dans la compréhension des textes écrits. Leurs besoins de formation, les voilà, permettre à tous les élèves de développer les compétences langagières requises à et par l'école et travailler plus spécifiquement les compétences qui donnent lieu à de fortes inégalités. Et vous retrouvez là le référentiel du REP+. Soit dit en passant, vous voyez que quand on demande aux gens de dire ce sur quoi ils ont envie de travailler, on retrouve à s'y méprendre les intentions des gouvernements successifs et des nouveaux programmes. C'est une bonne nouvelle. Les objectifs qu'elle m'avait fixés, je vais dire pourquoi elle m'avait fixé, mais connaître les compétences constitutives du processus de compréhension du langage oral et écrit. Autrement dit, si on veut enseigner les compétences requises à l'école, encore faut-il les connaître. C'était leur demande. La deuxième, c'était connaître les pratiques pédagogiques efficaces dans le domaine du développement langagier oral et écrit. Vous voyez que c'est l'appel aux chercheurs, là. Quelles sont les pratiques efficaces? Qu'est-ce que la recherche nous dit des pratiques d'enseignement efficaces sur le versant du langage oral et du langage écrit? Savoir comment enseigner plus explicitement. Et là, vous retrouvez le référentiel de compétences, le référentiel REP+, qui signale qu'il est important, quand on travaille avec des élèves de milieu populaire, encore plus qu'avec les autres, de proposer un enseignement explicite des compétences, pour savoir ce qu'ils apprennent et comprennent. Elle demandait aussi savoir comment coopérer avec les parents, et surtout se doter d'outils professionnels communs, capables d'aider tous les élèves dans leurs apprentissages, et ce tout au long de l'école maternelle. Vous voyez ce besoin d'outils communs qui permet d'installer les élèves dans des rituels, dans des habitudes de travail, de la toute petite section à la grande section. Ça n'est pas fréquent. Nathalie Bagilet le disait ce matin à Madame le ministre, elle disait d'habitude les formations sont des formations individuelles. Un tel va écouter un tel, machinette va écouter machin. Et là, la demande, c'est une demande de collectif, d'une équipe qui veut ensemble infléchir ses pratiques d'enseignement. Et elle concluait avec souhait d'une formation dispensée par Civiseb, moi-même. Je reformule leur demande, moi-même, c'est aidez-nous en nous faisant des propositions concrètes mais réalistes. Je la reformule comme ça,
et j'ai dit quand les demandes du métier rencontrent celles des chercheurs. Et je vais m'en expliquer. Avec Roland Guagou, avec lequel je travaille, nous avons développé une conception de la formation professionnelle dont je vais m'expliquer maintenant. Elle est ancienne et voilà. Alors voilà ce qu'on propose. Notre idée, c'est d'agir directement sur les pratiques. Agir directement sur les pratiques des enseignants, comment ? En leur proposant de nouveaux outils qui soient à la fois cohérents avec la recherche, c'est-à-dire le souhaitable, mais à la fois cohérents avec leur pratique habituelle, c'est-à-dire le raisonnable. Et notre hypothèse, c'est que la mise en œuvre d'outils particuliers va transformer leur pouvoir d'agir et, en modifiant leur pouvoir d'action, va modifier leur conception. Et pour nous, c'est un vecteur de formation professionnelle. En cela, nous nous opposons radicalement à cette autre conception que je vais décliner rapidement, puisque je m'y oppose, celle qui dit « Il est important que les enseignants connaissent les résultats de la recherche, et donc les chercheurs viennent présenter les résultats de la recherche. Puis, ils espèrent modifier ainsi les conceptions des enseignants, c'est sûrement vrai. Et ensuite, ils laissent à la charge de l'enseignant de transformer leur manière de faire, leur pratique d'enseignement dans un souci de rationalité. » Je barre les histoires. Je barre parce que pour moi, c'est un métier, un vrai métier de chercheur que de transposer les résultats de la recherche en savoir pour le métier. Ça n'est pas le travail des enseignants. Tous les professionnels ont des professionnels qui fabriquent les outils pour eux. Pourquoi les enseignants devraient-ils fabriquer leurs outils dans toutes les disciplines? Donc, je pense que c'est un véritable travail de chercheur que de faire ce travail de transposition. C'est pour ça que nous y sommes engagés avec Roland Guagou depuis longtemps, depuis 2004. Et j'ajoute, quand les besoins des acteurs, nos deux écoles, rencontrent ceux des chercheurs. Et je vais décrire, et je vais soutenir l'idée que oui, le chercheur peut être force de proposition dans les écoles, et je l'oppose à force de prescription. J'en ai déjà parlé ce matin, si vous voulez m'interroger sur ça, attendez 10 minutes, mais n'hésitez pas à m'interroger. Avec une première étape dans laquelle, dans notre laboratoire, avec Roland Guagou, autrement dit dans nos bureaux, il ne faut pas rêver, nous développons un outil, un scénario pédagogique, à partir de ce que nous savons des pratiques des enseignants, de ce que nous savons des résultats de la recherche et de ce que nous savons des élèves les moins performants du système éducatif. Mais, étape 2, nous nous associons immédiatement après cette première rédaction avec une équipe d'enseignants qui va intégrer immédiatement la recherche. Donc, je ne suis pas en train de dire que nous profitons des enseignants, que nous donnons aux enseignants nos beaux outils. Non. Nous nous associons dès cette phase-là avec les enseignants dans un dispositif de recherche, qu'on appelle la conception continuée dans l'usage, puisque c'est l'usage que vont en faire les enseignants et les élèves qui vont nous amener à infléchir, à modifier, à transformer nos outils pour les adapter au mieux aux pratiques des maîtres. Est-ce que je suis claire ? Et donc là, je m'oppose, là encore, vous pouvez venir me chercher après, pendant ma question, à ces outils qu'on dit evidence-based, qui sont basés sur des dispositifs expérimentaux dans lesquels les enseignants n'ont pas la main sur les outils, mais doivent appliquer les outils que les chercheurs ont construits pour eux, sans avoir le droit d'en modifier rien du tout. Voilà, c'est vraiment en opposition avec ça. Vous me suivez toujours ? Je continue. Alors voilà comment ça se passe. Construction d'un premier scénario, je l'ai dit. On propose d'abord une lecture aux enseignants. Pourquoi une lecture ? Parce qu'ils ont bien en tête leurs élèves, leurs pratiques, etc. Et dès cette première lecture, ils vont nous faire des remarques en disant « ça, c'est génial, ça, nous vivons jamais ». Et donc avant même qu'ils mettent en œuvre, on modifie l'outil en faisant un prototype 1B. Ensuite, elles mettent en œuvre avec leurs élèves, on observe ce qu'elles font et on les retrouve tous les 2 mois pour une réunion d'équipe 10 enseignantes, dans lesquelles on va revenir sur le scénario en disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on a ajouté et qu'on dit aux chercheurs pour qu'ils l'intègrent dans le scénario, qu'on oublie de dire aux chercheurs, je la montre du doigt, mais qui est particulièrement génial, etc., etc. Et en même temps, on associe une évaluation systématique des élèves, pré-post, tout le temps. Tous les 2 mois, les élèves sont évalués avant qu'on commence le scénario, après qu'on a fini le scénario. On prend un échantillon d'élèves, 2 élèves qui sont performants, 2 élèves qu'on juge moyens, en langage bien sûr, et 2 élèves qui nous paraissent plus fragiles du point de vue du langage, et on observe les effets de la mise en œuvre du scénario sur les performances des élèves. Ça va ? Chaque classe. Dans chaque classe, parfaitement. Dans chaque classe. Et là,
je me charge de modifier le prototype avec les enseignantes, avec tout ce qu'elles ont imaginé, créé, ajouté. J'intègre ça dans mon scénario. Prototype 2. Et là, grâce à M. Benazé, ici présent, inspecteur d'éducation nationale, j'introduis 2 nouvelles écoles, qui ne sont pas ici, qui vont tester à leur tour le prototype qui a été co-construit par les chercheurs et par les enseignants. Ce sont les écoles La Fontaine et Arbos à Clermont-Plaine, REP+. On étudie là encore, dans les mêmes conditions, la mise en œuvre, ce qu'ils ajoutent, ce qu'ils remplacent, etc. On évalue les élèves et avec eux, on va finaliser l'outil et là, on le publie. C'est-à-dire que l'outil, ensuite, va pouvoir être publié et disponible pour tous les enseignants. Tous les droits d'auteur vont dans une ONG en charge de la scolarisation des élèves dans les pays en voie de développement. Ça, c'est la démarche. Ça va ? Je continue ? Donc, un projet de formation par les outils qui permet aux chercheurs de mener 2 études différentes. Donc, vous voyez, c'est notre directeur d'ESP qui disait « gagnant-gagnant ». Eh bien oui, les chercheurs sont gagnants parce qu'ils peuvent étudier ce que l'outil change dans les pratiques des enseignants, ce que l'outil leur fait. Et si vous interrogez les 2 collègues qui sont dans la salle, elles sont très claires sur ce que l'outil leur a fait. Et étudier comment les enseignantes changent l'outil, autrement dit, ce qu'elles font à l'outil. Concrètement, je vais rentrer par un scénario, si ça vous intéresse. Allez voir le stand numéro 26, les 2 collègues vous présenteront les résultats, mais je ne vais pas rentrer dans le détail du scénario, c'est le dispositif de formation qui m'intéresse, soit 15 séances d'enseignement. Cet outil a été proposé en septembre 2015 à toutes les classes des 2 écoles, petits, moyens, grands. Vous pouvez être surpris du fait qu'un même scénario soit proposé à des élèves de 3, 4 et 5 ans. Ne le soyez pas. Si nous avons choisi ce texte, c'est parce qu'il ne pose pas de problème de lexique, de syntaxe particulier, ni des problèmes de compréhension, mais qu'il nous permet d'installer avec eux toutes les habitudes, tous les rituels, sur la compréhension de lecture qui vont être utilisés pendant les 3 années d'école maternelle. Voilà pourquoi on a proposé ce scénario. Ce scénario, ceux qui connaissent Lectorino-Lectorinette, par exemple, ne seront pas étonnés, vise à enseigner 5 grandes compétences, celles qu'on sait requises par la compréhension en lecture. Rappelez-vous, les enseignantes nous demandaient quels sont les processus requis pour comprendre. On trouve là une liste, les compétences narratives en réception, apprendre à comprendre un texte, en production, apprendre à raconter un texte, là, une porte d'entrée vers la production d'écrit. Les compétences lexicales, tous les enseignants de REP+ le disent, ce qui fait défaut aux élèves de milieu populaire par rapport aux autres dans la compréhension, c'est un lexique très différent de celui des élèves favorisés. Des compétences syntaxiques, des compétences stratégiques et des compétences inférentielles, c'est-à-dire cette capacité qui apparaît très tôt chez les élèves, contrairement à ce qu'on pense, à remplir les blancs du texte, à expliciter l'implicite, à se mettre à la place des personnages, alors que le texte ne le dit pas, donc à remplir les blancs que l'auteur a laissés. Cette compétence est très précoce chez les élèves, à condition qu'on la travaille avec eux. Alors voilà, je donne un exemple de différence entre un scénario 1 et un scénario 2 et comment on travaille. Premier scénario, j'écris ceci dans mon laboratoire bureau. Je dis, vous allez commencer Moussa, l'histoire de Moussa. Vous allez dire aux élèves que le but de tout ce travail, ça va être d'être capable de raconter à la fin toute l'histoire à vos parents. Et donc, tout est finalisé par ça. Vous allez rentrer à la maison avec tout le matériel et vous irez raconter cette histoire à vos parents. Mais dans un premier temps, je vais vous lire l'histoire, mais je ne vais pas vous montrer les images. Vous allez écouter le texte et vous allez essayer, vous, de fabriquer le film dans votre tête, de fabriquer des images à partir des mots et d'en fabriquer un petit dessin animé. Et là, on lit d'abord, vous vous rappelez, avant la mise en œuvre. Et là, les 10 collègues, voilà ce que ça donne. Quoi ? Sans montrer les illustrations, tout le texte, point d'exclamation, point d'interrogation, vous les entendez. Avec des petits, avec des moyens, avec des grands, avec des élèves non francophones. Il faut l'entendre, ça. Et bien sûr, moi, je suis chercheur. Et donc, j'argumente théoriquement. Et je dis, l'attention des enfants tend à être plus attirée par l'information qui est visuellement intéressante et moins par l'information qui est sémantiquement centrale. La recherche a montré que. D'autre part, Brigaudio a montré que si on veut apprendre aux élèves à s'intéresser à l'écrit et à faire un usage analogue des mots et des images, il faut dans un premier temps les empêcher d'utiliser le moyen de représentation le plus à leur portée, c'est-à-dire l'image. Si vous voulez qu'ils traitent l'écrit, empêchez-les de voir. Ça va ? Faire obstacle au traitement visuel. Le surplomb. Je continue. Donc, ne pas voir les illustrations oblige les élèves à traiter l'écrit, les mots, les phrases, à fabriquer un film, c'est ce que je viens de vous dire. Ça, c'est l'argument de la recherche. Maintenant, l'argument, non.
Oh, donc, je continue. Quand on sait que tous les enfants, y compris les plus performants, sont incapables d'intention partagée. Et donc, si, bien, regardez, si vous faites ça, tout ce sur quoi l'enfant va pouvoir centrer son attention ailleurs que sur l'écrit. Ça va? Je continue sur l'argument institutionnel. Le nouveau programme de l'école maternelle dit que il faut qu'à la fin de l'école maternelle, les élèves soient capables de comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. C'est QFD. Ben non, c'est QF-pas-D, parce qu'elles me répondent, oui, d'accord, à la fin. On a donc 4 ans pour y arriver. Et donc, voilà ce que nous te proposons. Moi, je vais commencer par raconter. Moi aussi, sans les images, mais pas sans rien, avec une maquette et des figurines, stand 26. Après, je raconterai, et après seulement je lirai, et après, je montrerai les images, et après sans les images. Je suis en petite section. L'autre dit, moi, je vais commencer par montrer les images, page après page. Je ne lirai pas, je raconterai, et après, je lirai avec les images, et après sans les images. Moyenne section. Moi aussi, je vais commencer par raconter, mais pas avec les images, sans rien. Intéressant, ça. Après, je lirai 2 fois, une fois avec les images, une fois sans les images. Et là, moi, je vais utiliser le vidéoprojecteur, blablabla, je raconte, je lis, et les grands disent, non, c'est bon, on y va. On y va. Nous, on va commencer sans les images. D'où le deuxième scénario. Petit, moyen, grand, la maquette, les images, le texte. Vous voyez comment le travail... Ça va? J'arrête? C'est clair ou pas? Ok, on poursuit. Prototype 1A, enseigner le lexique. Ça va pas? Enseigner le lexique, ça c'est mon gros dada. On déplore que les élèves n'ont pas de lexique et on ne l'enseigne pas beaucoup. Donc, dans le scénario, on introduit tout le temps des séances décrochées d'enseignement du lexique, non pas une liste de mots, un mot par jour, mais les mots qui sont dans le texte qu'on est en train d'étudier. Si on veut qu'ils racontent, alors il faut les outiller avec le lexique. Donc, et on enseigne, on explique, ça tout le monde le fait très bien. Mais ce qu'on rajoute, c'est qu'on apprend aux gamins à mémoriser, avec l'intention, et on les fait réutiliser. Ça, tout le temps. On ne se contente pas d'expliquer, on s'assure qu'ils l'ont mémorisé et on s'assure qu'ils sont capables de réutiliser. Alors, par exemple, eh bien, je propose qu'on enseigne le lexique à propos du texte et puis qu'on le fasse réutiliser. Et vous le voyez en salle de motricité. Là, vous voyez les élèves qui tournent en rond comme le lion de Moussa ou qui se postent devant quelqu'un, comme dans la sieste de Moussa. Et là, vous voyez que les élèves ont appris le sens des mots en classe et qui vont avoir une dictée de mots et d'expressions dans la salle de motricité. C'était ma proposition. Je me demande même si je ne suis pas en train de tricher, si ce n'est pas vous qui avez eu l'idée. Mais enfin bon, je ne sais plus ce qui est à qui là. Mais... Ok. Et puis, on va aussi faire mémoriser d'autres choses comme des connaissances du monde, pas seulement du lexique. Le son que fait la souris, c'est dans le texte. Le son que fait le chat, c'est dans le texte. Le son que fait le chien, que fait le lion, que fait l'éléphant. D'accord? Et ça... Toujours pareil, on enseigne, on s'assure qu'ils mémorisent et on fait réutiliser. Alors voilà, le texte. Couché dans son lit, Moussa est bien fatigué. Ses yeux sont presque fermés. J'arrête là parce que je vais vous faire écouter le rappel d'un élève. Un petit garçon qui s'appelait Moussa. Moussa, il est très fatigué quand du coup il va se reposer. Mais, à tout d'un coup, il entend un bruit qui vient le déranger. C'est la souris, elle grignote et elle crie. Alors Moussa, il est très en colère. Quand il va se lever, il va parler à la souris. Dis donc souris, tu peux bien t'arrêter pour que je puisse me reposer? Mais la souris, elle dit non, je ne veux pas partir. Et vous voyez toute l'activité de traduction du lexique qu'il ajoute des choses qui ne sont pas dans le texte. Et là, on peut faire confiance au travail de l'enseignante qui a travaillé sur les états mentaux de Moussa. Il est très en colère, le texte ne le dit pas. Voilà. Donc vous voyez comment le lexique est non seulement appris mais réutilisé dans une activité de narration individuelle. Si vous voulez entendre la fin de l'histoire, allez donc au stand 26. On l'a en vidéo qui raconte pendant 6 minutes. J'ai oublié de préciser que ce petit garçon, il a 3 ans. Il est en petite section, en Ré+. Et du coup, là, dans l'autre école, elles ont imaginé un autre scénario que j'ajoute à mon scénario, qui est très très rigolo, parce qu'en fait, dans la salle de motricité, elle constitue 5 équipes, les souris, les chats, les chiens, les lions et les éléphants.
un élève joue le petit garçon de l'histoire, l'enseignant est le narrateur, et on fait la dictée de mots à partir de la narration. Et donc les élèves doivent mimer ce que l'enseignant raconte. Et donc quand elle dit « la souris grignote », ils doivent mimer le grignotage. Quand elle dit « il se poste à l'entrée », il se poste à l'entrée. Il accourt à petits pas, on voit toute l'équipe des chats qui accourt à petits pas. Donc vous voyez une réutilisation par le corps du lexique enseigné. Embodied cognition, c'est la mode. Et on fait ça jusqu'à la fin du texte. Donc vous voyez qu'ici, on associe à la fois le langage et la mise en scène et le jeu avec des maquettes, etc., pour favoriser l'intégration de tout ce qu'on a enseigné. Alors, la description du scénario de formation, j'en ai dit 2 mots, donc je vais passer vite. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Hop là. Très bien. Donc voilà, 2014, un apport de connaissances aux équipes et 2 scénarios pédagogiques clés en main. Décembre, avec les justifications théoriques qui vont avec. Elles mettent en œuvre en octobre et en novembre. Et elles évaluent les élèves, j'en ai parlé. On se retrouve en décembre et on revient sur le scénario, on observe les progrès des élèves et on analyse les propositions didactiques et on commence à construire le prototype 2. Et là, elles se mettent à construire entre elles un scénario et je supervise. Autrement dit, là, on est déjà dans la transposition, on avait un scénario clé en main, on va commencer à en construire un et le mettre à notre main en prenant appui sur celui que vous avez construit. Ça va, ça? Et moi, je supervise. Et puis, étape 3, non, elles mettent en œuvre, voilà, et puis un retour sur la mise en œuvre des scénarios, avec toujours les évaluations des élèves en mai. En septembre 2015, encore un nouveau scénario, évaluation des élèves, mise en œuvre. Vous voyez comment ça... Vous avez compris un truc, c'est que je vais en arriver à ma diapo. Aïe. Qu'en disent les enseignants? Ma diapo viendra après, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent ceci, sur les ressources ou points d'appui qui leur ont permis de progresser. Je dis que ce scénario de formation est fécond pour infléchir les pratiques d'enseignement. Qu'est-ce qu'elles en disent, elles? Elles disent... On a eu une formation sur le temps de travail d'une ampleur inégalée, 75 heures réparties sur 2 années scolaires. Elles disent, ces scénarios clés en main nous permettent de nous engager dans un travail commun, de comparer nos mises en œuvre, de mutualiser nos observations et nos propositions, de fabriquer ensemble le matériel pédagogique et de nouveaux scénarios, pour à terme nous passer des chercheurs. Le travail en équipe est très fécond, le partenariat étroit avec l'ESP, le laboratoire acté, et tout le soutien de l'équipe de circonscription. On en a un membre ici, un représentant, et le soutien de la CARDI, bien entendu. Elles disent aussi que ça leur a permis de se développer professionnellement et que leurs échanges et les résultats les ont amenés à imaginer ensemble des activités et des tâches particulièrement pertinentes, à modifier certaines de leurs pratiques antérieures, à stabiliser l'introduction d'activités et de tâches que nous ne proposions pas de façon assez systématique et qui ne faisaient pas partie de notre répertoire. Et ce projet nous a aussi permis de regagner en sentiment de compétence professionnelle, d'éprouver de la fierté au travail et du plaisir à enseigner. Je passe là-dessus et j'arrive là. Pour des progrès éloquents. Regardez les progrès chez les élèves de petites sections sur la capacité à raconter, en rose le pré-test, en bleu le post-test, le nombre de phrases rappelées par les élèves. Vous voyez la différence qui est significative, nous l'avons testé. Si vous regardez chez les grands, la différence est tout aussi significative. Vous voyez que tous les élèves progressent, quel que soit leur niveau initial, même les élèves performants, ce qui est assez rare. Et une bonne nouvelle, eh bien, toutes les activités que nous proposons depuis 2014 sont introduites dans les ressources de l'école maternelle. Donc nous sommes bien en règle avec l'institution, puisqu'elles sont typiquement reproduites dans les ressources pour la maternelle. Alors, j'ai dit ça. J'ai dit notre projet, beaucoup d'innovation dans le champ de la formation. J'ai dit ça, d'abord, on demande aux enseignants de quoi ils ont besoin, c'est quand même intéressant. Deuxièmement, un partenariat effectif entre l'équipe de circonscription, l'ESP, le CARDI, la formation planifiée sur un temps long, 2 ans et plus 6. C'est-à-dire que l'inspecteur s'était engagé à me laisser 2 ans de travail, ce qui est énorme pour moi. 9 journées de formation par année sur le temps scolaire, une évaluation des effets de la formation. Oui, mais je vous entends penser. Tous les formateurs ne sont pas des chercheurs, tous les chercheurs ne conçoivent pas d'outils. Réponse, ça tient vite.
À quelles conditions c'est transposable? Ma proposition, je l'appuie sur mon projet de travail avec la circonscription de Montluçon, REP+, Académie de Clermont, une conférence destinée aux enseignants de maternelle où je parle d'elle et où tout le monde a envie d'être elle. Je forme les informateurs de la circonscription, je leur donne les outils qu'on a construits ensemble, eux vont les donner à leurs écoles, et c'est eux qui accompagnent la mise en œuvre. On s'en fiche qu'il n'y ait pas un projet de transformation d'outils, puisque nous, les outils, on les a transformés. Mais tout ce travail d'équipe sur la réflexion, sur l'action, sur tout ce que les outils changent de nos savoir-faire, ça peut tout à fait être fait par des conseillers pédagogiques, et ça sera même 100 fois mieux, parce que moi, je ne vais pas aller porter ça dans la France entière. Ce n'est pas la démarche de conception qui est transposée, hein, on est d'accord, mais la démarche de formation qui est basée sur l'appropriation d'outils par un collectif de travail et la création de nouveaux scénarios par le même collectif, parce qu'avec les conseillers pédagogiques, ils seront tout à fait capables, comme elles, de construire de nouveaux scénarios adaptés.